Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Sébastien Delalot, je vous propose ce mois-ci un focus sur Sauternes. Vous allez découvrir juste avant les fêtes la magie du botrytis et les acteurs de l'appellation. Mais tout d'abord, regardez ce reportage réalisé début octobre sur les premières tries au château Sigalas-Rabault. 8h30 à Beaume, Laure de Lambert-Compérault donne ses dernières consignes. Pour ceux qui n'ont jamais trié, on va vous accompagner tranquillement, ne vous inquiétez pas. Nadège est une pro, Marion est sensationnelle. Les directives sont plus pointues que pour des vendanges traditionnelles, car c'est un ramassage par tri successif de ces sémillons et sauvignons touchés par le botrytis cinerea, autrement dit la pourriture noble. Là, vous n'allez pas chipoter, c'est vraiment très aigre. Donc là, vous récupérez vraiment le grain qui vient. Hein. Le but recherché, c'est vraiment le sucre, les arômes de botrytis. À Sauternes, la première trie a débuté il y a 3 semaines. C'est aujourd'hui la seconde. Et il faut attendre encore pour avoir, avec la magie du ciron, les meilleures grappes les plus confites. Il y a des choses qui se préparent et c'est pas complètement prêt. Donc on est encore là sur ce qu'on appelle des tris de nettoyage. C'est toute la magie de notre botrytis, notre champignon. Comme tous les champignons, il arrive avec chaleur et humidité. Donc là, c'est absolument parfait. Cette récolte est l'une des plus délicates, car il y a une recherche de sucrosité, mais pas trop. On cherche des choses plus aériennes, plus délicates, plus fraîches. Donc on va attendre que la complexité soit là, donc avec une multiplicité d'arômes et de goûts. Mais par contre, on ne va pas laisser monter les sucres. Les vendanges en Sauternais vont se poursuivre jusqu'à fin octobre, voire début novembre. On se retrouve au beau milieu du vignoble de Sauternes avec Éric Potier. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous ne faites pas partie des crus classés ni des premiers crus. Non, pas du tout. On existe, Château Pic-la-Borde existe depuis 1691, mais ça fait pas de nous des crus classés, mais on tient notre rang à Sauternes quand même, avec toute l'exigence de travail à Sauternes, et puis la passion du botrytis. Je me suis installé en 2009 pour faire du botrytis, et je me serais pas allé installer ailleurs. C'est la passion du botrytis vraiment qui m'anime. Alors chez ces vignerons de Sauternes, on sent une véritable foi, hein, c'est ancré au corps. Pour être vigneron en France, il faut avoir la foi, mais plus encore à Sauternes, parce qu'on est vraiment dans un travail d'artisan, d'orfèvre, avec aucune garantie de réussite. Donc il faut aimer l'aléatoire, la magie qui arrive ou qui n'arrive pas. Et cette année, pour celui qui est passionné de botrytis, on a ce qu'il faut, qui est arrivé très subitement, après beaucoup de galères, il y a à peu près une semaine. Et avec l'épée de Damoclès de la météo, qu'on savait qu'il allait avoir un gros orage lundi dernier, il a fallu rentrer des gros volumes d'excellente qualité. Donc ça a été du boulot. Alors vous n'êtes pas tout seul ici à Sauternes, je crois qu'en plus de ça, vous êtes un regroupement, une coopérative que vous avez créée vous-même ici à Sauternes. Avec un tel côté aléatoire à Sauternes, dans une société en plus qui consomme un peu moins de Sauternes. Nous, une nouvelle génération, il y a 5 ans, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on se regroupe, qu'on crée une cave coopérative. Ça a été Sauternes Vignerons à 15 vignerons il y a 5 ans. Et on est 25 maintenant. Et puis avec la fusion de Tutia, qui est un groupe coopératif très important dans le Nord Gironde. On a fusionné et maintenant c'est tout Bordeaux en fait. Tutia tout Bordeaux, du nord au sud. Et parmi la jeune génération, je vous propose de regarder le portrait de Luc Planty qui a pris les rênes de Châteauguiraud. Après son père Xavier Planty, la relève est assurée. Bonjour Luc, comment ça va? Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Une belle journée de vendange devant nous, avec le beau temps. Bonjour. Madame Faro. Regardez par là, Madame Arnaud. Bonjour, Michael, vous êtes combien? 8. C'est toujours compliqué au démarrage d'avoir des gens. Après, c'est un travail qui est compliqué de trier, donc il y en a que ça agace assez vite, qui ont l'habitude d'aller dans les rouges ou les blancs secs, d'aller très vite. Et dès qu'on commence à trier, ils trouvent ça un peu frustrant. Luc Planty, gérant du Châteauguiraud depuis le début d'année. La transition, on a commencé à la préparer depuis quelques années avec des prises de responsabilité, on va dire, au fur et à mesure. Et puis papa est parti à la retraite au 31 janvier officiellement.
Et maintenant, il est salarié à mi-temps de la propriété pour continuer l'accompagnement et faire une transition en douceur. Là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a le aigre qui s'est installé au centre de la grappe. Là, on est sur notre 3e passage où on prend tout ce qui est bon. Et avec la dégradation de la météo la semaine prochaine, en fait, ce qui n'est pas ramassé maintenant, en fait, ne sera plus ramassable après les grosses pluies nous annoncées. Il y a plus de choses à jeter cette année par rapport à des années comme 2015 ou 2016 qui étaient beaucoup plus faciles. Attention aux aigres. Voilà, après il faut ramasser de belles grappes comme ça. C'est une des plus grosses propriétés, on a 110 hectares de vignes, tout en agriculture biologique depuis 2011. Et la particularité de Guiraud, voilà, c'est d'essayer de se démarquer toujours sur ce côté bio, écologique, sur tout le travail de biodiversité qu'on fait à la propriété. Café ? Oui, alors oui. Café ? Là, c'est l'étape du pressurage. Donc là, on est en train de pressurer la récolte de ce matin. Donc il faut faire très attention parce que le jus est très sensible. Donc il faut le faire avec beaucoup de précision et en évitant le maximum d'oxydation. Salut Fiston, ça va? Bon, t'en es où des vendanges? Ça avance. On a fini derrière chez Corinne, on va les goûter. T'es content des goûts? C'est propre? On est content, c'est propre, oui. Allez, goûtons ça. Ouais. Là, ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans cette barrique? On voit du jus qui n'a pas encore démarré en fermentation. Et demain, ça va se mettre à bouillonner. Et petit à petit, ça va s'éclaircir. Ça, c'est du grand botrytis. Hein. Ça va être très frais. C'est épicé. Le botrytis, quand il arrive sur du raisin qui est mûr, mais pas surmûri, provoque une incroyable synthèse d'arômes dans le raisin. Mais ces arômes doivent être révélés par la fermentation. On goûte des arômes qui sont très représentatifs du botrytis, ces côtés un peu châtaignes, ces côtés un peu sous-bois, ces côtés un peu fumés. Et quand on goûte des côtés un peu tilleuls là-dedans, on sait qu'après fermentation, on va avoir des notes mentholées. Guiraud apparaît comme un précurseur pour beaucoup de choses. Depuis 1996, on est passé en agroécologie et donc on a d'abord réfléchi à comment relancer la vie microbienne des sols pour faire la qualité de son vin. Et le touriste qui fait 4-5 châteaux dans la matinée, c'est fini. S'ils veulent visiter, on est en profondeur. Welcome to Château Guiraud. My name is Laurence and I will be your guide. Nous, nos visites ici, elles durent 1h30 quand même. Et les gens ensuite, eh bien, s'ils ont un site pour pouvoir s'asseoir, déjeuner, etc., ça marche. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Ouais. Ce qui fait découvrir Sauternes, c'est son territoire, c'est les propriétés, c'est les visites. Et ensuite, c'est des vins qui ont beaucoup de complexité, mais qui ne sont plus sur une sucrosité écœurante. En fait, il faut obtenir des vins où on a l'impression que la finale en bouche n'est pas sur le sucre. Et cette buvabilité, elle s'explique par la fraîcheur aromatique. Et cette fraîcheur aromatique, on ne l'a que si on a des grands botrytis. Bonjour Bérénice, comment allez-vous? En pleine forme. Vous étiez une des jeunes générations il y a de ça quelques années, hein, puisque vous étiez en responsabilité. En responsabilité de Climins, très très jeune. Oui, à l'âge de 22 ans, c'était en 92, donc c'était il y a presque 30 ans. Et vous aviez subi le gel et tout ça? Alors je n'ai pas eu le gel, mais 92, 93, 94 ont été des années très très difficiles. Vraiment beaucoup de pluie et des millésimes très très ingrats. Ça forge la vigneronne. Oh oui, mais vous savez, le Sauternais forge bien son homme ou sa femme. Par la suite, vous vous êtes mis à la biodynamie, on va découvrir ça à l'étage? Oui, ça c'est en 2010, c'est un tournant important dans l'histoire de Climins. Oui. On va voir ça? Oui. Alors Bérénice, là on se trouve véritablement dans l'antre de ce que vous pratiquez à Climins, c'est-à-dire la biodynamie. Oui, on appelle cette pièce la tisanerie parce qu'on trouve que c'est joli, mais en fait c'est plutôt un grenier à plantes. C'est là que nous stockons, faisons sécher les plantes que nous utilisons pour la biodynamie, qui poussent naturellement dans les vignes ou que nous faisons pousser dans les alentours. Alors la camomille, c'est un exemple intéressant. Au lieu de mettre des pesticides, on cueille des petites fleurs, on fait des tisanes, c'est plutôt sympa.
Et les autres, ça sert à quoi? Il y en a beaucoup qui servent dans je dirais dans la protection contre le mildiou, comme l'osier et la prêle, qui sont des plantes qui poussent en milieu humide. Et tout ça, c'est des croyances ou est-ce que ça marche vraiment? Écoutez, si c'était juste des croyances, on serait plus là pour vous en parler. Bien sûr que ça marche vraiment. Un vignoble qui est mené en biodynamie, est-ce que ça a un goût différent qu'un autre vignoble? Oui, dans le sens où c'est quelque chose qui est plutôt du domaine de l'éclat, de la lumière, d'une espèce d'énergie qu'on ressent dans les vins. Et nous-mêmes, en fait, on est ici sur des vins qui sont des vins de terroir, avec un terroir très fort, très prégnant, où la minéralité est présente, donc où on avait déjà beaucoup d'éclat. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Stahl, bienvenue au Château d'Arches. Bonjour, vous allez bien? Alors il paraît que c'est la révolution ici au Château d'Arches. Révolution, faut pas exagérer, non, mais pour le château, effectivement, c'est une période très intéressante et déterminante pour notre futur. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y a fait? C'est-à-dire rénover le vignoble, l'améliorer et quelque part le rendre plus moderne. Au niveau notamment d'un nouveau chai. C'est ça, un chai éco-responsable, tout à fait habilité pour les grands défis du Château d'Arches dans le futur. Voilà. Ce sont de lourds investissements. Oui, à l'échelle, je dirais, sonnante et trébuchante, c'est 5 millions d'euros. Tout l'ouvrage a été pensé par rapport à l'environnement. Les cuves sont en acier micropoli, ce qui fait que ni le tartre ni les matières colorantes ne peuvent adhérer dessus. Le toit est végétalisé, permettant d'avoir une grande inertie de température et limitant l'utilisation de la climatisation en été. Alors là, vous avez combien de barriques, monsieur Coupinal? 370 en capacité maximum et actuellement de l'ordre de 300. Voilà. Donc c'est une augmentation substantielle puisque notre chai daté de 1930 avait des capacités de barriques de 50% à peu près. Et puis à Sauternes, il y a aussi la tradition qui est incarnée par la famille de l'Ursalus, propriétaire du château de Fargues. Regardez ce portrait. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, merci. Bienvenue au Château de Fargues, notre forteresse médiévale qui a été construite en 1306 à la demande du pape Clément, notre pape girondin. Devenant pape, il avait fait son neveu cardinal, le cardinal de Fargues. Et puis il avait dit à son neveu, maintenant que tu es un cardinal, construis-toi une forteresse digne de ton statut de cardinal. D'où la naissance de cette forteresse. Qui a été habité pendant un temps par le cardinal, puis qui a changé de main plusieurs fois, jusqu'à ce que une Isabeau de Montferrand, en 1472, épouse un de nos ancêtres, et c'est comme ça que Fargues est arrivé dans la famille Lursalus. L'histoire du vin de Sauternes à Fargues commence après la Première Guerre mondiale, où mon grand-oncle Bertrand de Lursalus, rentrant de la guerre, a décidé d'arracher les vignes en rouge et de planter des vignes en blanc dans le but de produire du vin de Sauternes. Bonjour. Vous voyez là les attaques de botrytis, c'est le champignon qui attend son heure. Le premier effet, c'est que l'eau va suivre les racines par capillarité et puis va s'évaporer au travers du champignon. Donc on perd de l'eau et on gagne en concentration. On va gagner en puissance aromatique. Le botrytis va également apporter des notes épicées. Incontestablement, la qualité est au rendez-vous. Pour la quantité, c'est une autre histoire puisqu'il a fallu trier énormément en raison de pourriture aigre, une pourriture acide. Voilà, vous voyez cette forteresse qui a été partiellement restaurée à partir de 2009, de 2009 à 2014, disons, pour laquelle mon père dit que nous n'avons fait que la pré-inauguration. L'inauguration de la fin des travaux est prévue pour 2500 à peu près. Il y a quelques années, il y avait des arbres qui poussaient, il y avait une végétation très importante, y compris sur les murs, où le lierre tenait les pierres et en même temps qu'il les poussait. Étant enfant, les parents nous disaient immanquablement je vous interdis d'aller jouer dans la forteresse parce que c'est très dangereux. Donc il y a dans la même phrase interdit et dangereux, ce qui fait que c'était un terrain de jeu absolument fascinant pour nous. Ici, il y a encore quelques années, nous étions à ciel ouvert. La volonté de mon père était de maintenir le bâtiment, de le sauver,
Et puis son architecte lui a dit qu'en mettant une poutre là et une poutre là, on pouvait avoir une pièce. Mon père s'est arrêté à 9 pièces, ce qui est déjà bien. Voilà. La salle qui a convaincu mon père de faire ses travaux de restauration. On peut recevoir 80 personnes assises ou plus debout. Au début du XXe siècle, mon grand-oncle Bertrand de Lursalus trouvait que cette cheminée qui pendouillait au-dessus du vide, donc il avait décidé d'enlever cette cheminée et il l'avait déplacée dans une autre propriété. Et quand le plancher est revenu en 2010, les architectes des bâtiments de France ont dit « c'est quand même dommage qu'on vous ait volé cette cheminée ». Alors on a dit non, elle n'a pas été volée. Ah, où est-elle? Alors là on était un peu plus embêtés, on dit elle est ailleurs. Ça c'est Laurent Sauvage d'Yquem, dont la fille Françoise Joséphine a épousé un Lursalus. Et c'est donc par elle qu'Yquem est arrivé dans la famille. Yquem est resté dans la famille jusqu'en 2001. Le dernier millésime que nous ayons commercialisé, c'est le 2015. Fargue, dans sa jeunesse, est toujours d'une grande tension, avec une pureté aromatique qui permet de faire des accords et de donner vie au vin. Il me donne envie d'avoir une salade de crabe, d'avoir pourquoi pas des huîtres, d'être mis en scène avec une entrée fraîche. Il faut que le sucre de ces vins vienne comme une surprise. Nous avons quelques trésors. Il nous reste quelques bouteilles du premier millésime. Tous ces millésimes représentent l'identité de Fargue. Il n'y a qu'en maîtrisant ce passé que nous pouvons nous projeter dans l'avenir et décider de ce que nous voulons faire du vignoble aujourd'hui. On se retrouve ici au château Filhaut avec Gabriel Devaucel, une vieille famille de Sauternes. Alors Gabriel, dites-nous, ces châteaux ici dans le Sauternais, ce sont pas mal de propriétés familiales? Oui, en effet, il y a beaucoup de propriétés familiales. Le château Filhaut est une propriété familiale, donc un domaine créé en 1709 par la famille Filhaut. Donc les Filhaut qui étaient parlementaires, qui ont aussi acheté Château Coutet avant la Révolution. Et donc Château Filhaut est toujours resté familial jusqu'à maintenant. On voit ces dernières années à Bordeaux, il y a pas mal de successions sur certains châteaux et des grands groupes qui achètent ces châteaux parce que les successions des fois se passent mal. À Yquem, ça s'est vendu par exemple. Est-ce que vous êtes sûr, vous, de pouvoir faire conserver ce château à la famille pour les prochaines années? Oui, Filhaut est quand même assez sécurisé, voilà. Donc a priori, voilà, Filhaut restera familial pendant bien longtemps. On a beaucoup de projets au niveau du château. Voilà. Après, il faut que tous les membres de la famille soient d'accord sur le projet. Mais bon, il y a un potentiel phénoménal. On a le deuxième plus grand parc fermé du Sud-Gironde avec de magnifiques essences exotiques. Et donc on va essayer de développer encore plus que maintenant. Le no-tourisme, c'est porteur. Exactement, voilà, il y a un grand potentiel touristique, déjà bien développé à Sauternes, la Forêt-Péraguet, Guiraud, Arches maintenant. Et donc Filhaut va essayer de s'associer dans un axe un tout petit peu différent, mais bon, pour être complémentaire. Alors ces vins de Sauternes, est-ce qu'on en boit toujours autant? Je sais qu'après-guerre, on en buvait énormément à l'apéritif. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Il y a toujours un grand marché à Sauternes, mais en fait, il faut savoir qu'il faut s'adapter au marché. En fait, on ne peut pas produire comme autrefois un seul produit. Donc en fait, on a le premium, le château Filhaut, le plus connu pour vraiment les amateurs, les connaisseurs. Mais après, il faut développer une gamme avec des produits un peu plus légers, des styles Sauternes un peu différents qui correspondent à chaque marché. L'Europe est toujours le marché principal, la France est toujours un gros pays consommateur de vins de Sauternes, mais le marché asiatique se développe énormément, notamment au niveau de la Chine, même l'Asie du Sud-Est et toujours les États-Unis. Alors ces Sauternes, bien évidemment, se dégustent aussi sur des accords mets-vins. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jérôme Schilling, le chef du château La Forêt-Péraguet. Bonjour David, comment allez-vous? Bonjour Jean-Pierre, tout va bien, merci beaucoup, bienvenue au château La Forêt-Péraguet. Merci. Aujourd'hui on découvre le Sauternes ici particulièrement, de quelle manière? On revisite les grands classiques sur le repas et un peu différente du traditionnel foie gras ou du dessert. Donc on le sert sur des plats comme le poisson, les viandes blanches, mais aussi le fromage, très intéressant.
Et aussi en cocktail désormais. Effectivement, alors au moment de l'apéritif, on peut rajouter quelques ingrédients, on peut rajouter des glaçons et d'autres arômes qui vont légèrement transformer le goût et rendre le breuvage plus rafraîchissant. Une écorce d'orange. Absolument, une écorce d'orange. Et ça permet de redécouvrir le Sauternes un peu différemment, de l'adoucir au moment de l'apéritif. Et là donc David, on va rencontrer ce chef Jérôme Schilling. Bonjour chef. Bonjour Jean-Pierre. Chef, qu'est-ce que vous nous proposez comme accord mets-vin avec ce Sauternes? Donc on est parti sur millésime 99 qui représente vraiment un emblématique sur les notes de cuivré, de café, de réglisse et de tabac. Et on a fait un riz de veau rôti au beurre noisette, céleri, café et poudre de réglisse. Voilà. David, c'est quelque chose qui va se marier parfaitement avec ce type de vin? Oui, absolument. Ouais. On a choisi volontairement un millésime qui a 20 ans. Justement, on a voulu un petit peu bousculer les codes. Et là, ça se marie parfaitement. Et pour un début de repas, avec des riz de veau, c'est juste sublime. Donc, il était de bon sens d'utiliser une boîte à cigares. Donc, justement, j'ai emprisonné un riz de veau qu'on a rôti au préalable au beurre noisette et que j'ai enrobé de feuilles de cigare. Donc là, je vais juste le sortir de cette boîte. Voilà, je l'ai ici. On va juste l'enrober d'un peu de beurre noisette. Voilà, donc on a un beurre mousseux rôti juste à la bonne température. Et après, on va juste le disposer sur l'assiette qu'on a déjà dressée. Voilà. Donc là, on a une garniture à base de céleri qu'on a représenté en grains de café. On a fait un condiment au café arabica. Et ici, on a mis une poudre de réglisse pour justement mettre cette sauce emprisonnée dans la réglisse, qui va permettre justement d'avoir cet accord entre le millésime 99 et ces différents composants qu'on retrouve dans l'assiette. Ainsi se termine ce numéro spécial vendange en liquoreux et en Sauternes. Prochain numéro de Côté Château en décembre avec Bordeaux Tasting, où l'on va déguster les plus grands vins de Bordeaux mais aussi d'ailleurs pour les fêtes de fin d'année.